La mort les attendait, ces tueurs assassinés en prison. Imaginez, des tueurs, auteurs des crimes les plus abjects, jugés et condamnés à croupir derrière les barreaux pour le restant de leurs jours. Des âmes damnées, condamnées à hanter les couloirs froids et impitoyables du système carcéral. Mais voilà, derrière ces murs d'acier, leur sentence prend un tournant inattendu. Ces criminels, parfois des tueurs en série endurcis, ne connaîtront pas la mort naturelle. Non, leur vie s'arrête brutalement, souvent dans des conditions aussi atroces que celles qu'ils ont infligées à leurs victimes. Comme si le destin, ou une force invisible, avait décidé de rendre justice à sa manière. Aujourd'hui, on s'enfonce dans les méandres obscurs de l'univers carcéral pour explorer 5 histoires à glacer le sang. 5 cas de tueurs tristement célèbres, retrouvés morts dans des circonstances pour le moins troubles. Tenez-vous prêts, car le mal engendre le mal, et dans cet univers impitoyable, la vérité est souvent la première à en pâtir. Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee silencieux. Son nom résonne encore comme un écho macabre dans les rues de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee, un monstre qui a arraché la vie à 17 jeunes hommes, les transformant en objets macabres pour assouvir ses fantasmes les plus tordus. Condamné à finir ses jours derrière les barreaux, Dahmer semblait destiné à pourrir à petit feu dans sa cellule, rongé par le remords. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais en 1994, la nouvelle tombe comme un coup près. Dahmer est retrouvé mort dans les toilettes de la prison, le crâne fracassé. Son assassin, un autre détenu du nom de Christopher Scarver. Condamné lui aussi pour meurtre, Scarver prétend avoir agi seul, poussé par une force divine. Il décrit Dahmer comme un être imbu de lui-même, irrespectueux envers les autres détenus, allant jusqu'à façonner des membres humains avec la nourriture de la cantine, comme pour narguer ses victimes depuis l'au-delà. Pourtant, des zones d'ombre persistent. Des rumeurs de gardiens corrompus, ayant sciemment fermé les yeux sur le danger, alimentent les soupçons. Certains chuchotent que Scarver n'était qu'un pion dans un jeu bien plus sombre, une vengeance orchestrée par ceux qui voulaient les voir Dahmer payer de sa vie. La vérité, elle, reste enfouie dans les couloirs glacés de la prison de Columbia, laissant derrière elle un parfum de mystère et de vengeance. Dahmer, le monstre, a été réduit au silence, mais les questions autour de sa mort continuent de hanter les esprits. Était-ce la justice divine, la vengeance d'un homme brisé ou l'ombre d'une conspiration bien plus profonde? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et ensemble, explorons les méandres de cette affaire. Albert DeSalvo. Le tueur de Boston a-t-il emporté son secret dans la tombe? Boston, années 60. Une chape de plomb pèse sur la ville. Les femmes vivent dans l'angoisse, traquées par une présence invisible. C'est l'époque du tueur de Boston, un prédateur nocturne qui sème la terreur dans les foyers. Albert DeSalvo, un homme quelconque au visage banal, avouera être l'auteur de ces crimes. 13 femmes, violées et assassinées. Mais ses aveux, parfois contradictoires, laissent planer le doute. Emprisonné, DeSalvo devient une ombre parmi les ombres, hanté par ses démons, mais aussi par ceux qui doutent de sa culpabilité. Des événements étranges se produisent autour de sa cellule. Des bruits, des ombres fugaces, comme si une force invisible le surveillait, le menaçait. Puis, le drame. Novembre 1973. DeSalvo est retrouvé sans vie dans l'infirmerie de la prison, poignardé à plusieurs reprises. Suicide, règlement de compte entre détenus ou exécution orchestrée pour le faire taire à jamais? Certains murmurent que DeSalvo en savait trop, qu'il détenait des secrets compromettants, des informations qui auraient pu faire trembler les autorités. Avait-il vraiment agi seul ou était-il le pion d'un complot bien plus vaste? Sa mort brutale et mystérieuse a mis un terme à son règne de terreur, mais elle a aussi ouvert la porte à une multitude de questions sans réponse. Le tueur de Boston a emporté ses secrets dans la tombe, laissant derrière lui un héritage de peur et d'incertitude. Chapitre 3. Richard Loeb, meurtre par jeu, cruel et châtiment funeste. L'affaire Léopold et Loeb, un crime qui a secoué l'Amérique des années 20. 2 jeunes hommes issus de familles riches et influentes, Richard Loeb et Nathan Léopold, commettent l'irréparable. Le meurtre gratuit et sadique d'un jeune garçon de 14 ans. Leur mobile? Le frisson du crime parfait. Leur arrogance et leur cynisme glaçant le sang.
Condamnés à la prison à vie, ils échappent de peu à la peine de mort grâce à la plaidoirie brillante de leur avocat, Clarence Darrow. Derrière les barreaux, Richard Loeb, l'esprit tortueux du duo, ne trouve aucun répit. Sa beauté juvénile et son arrogance le rendent à la fois fascinant et détestable aux yeux des autres détenus. Il devient la cible de moqueries, de menaces, un paria dans cet univers impitoyable. En 1929, Loeb est retrouvé mort dans sa cellule, le corps lardé de coups de rasoir. Officiellement, une bagarre qui a mal tourné. Mais beaucoup y voient une justice expéditive, une vengeance orchestrée par des codétenus écœurés par la froideur et le mépris de Loeb. Certains murmurent que Nathan Léopold, son complice, aurait commandité le meurtre depuis sa cellule, ne supportant plus d'être lié à celui qui l'avait entraîné dans cette spirale macabre. D'autres évoquent la vengeance d'un père, brisé par la perte de son fils, qui aurait infiltré la prison pour faire payer à Loeb son crime odieux. La vérité, elle, s'est perdue dans les couloirs sombres de la prison de Joliet, laissant derrière elle une traînée de sang et de mystère. Loeb, le jeune homme qui avait joué avec la vie et la mort, a fini par payer le prix fort, fauché par la violence qu'il avait lui-même contribué à créer. Chapitre 4. Andreï Chikatilo, le monstre de Rostov, exécuté dans l'ombre du rideau de fer. Andreï Chikatilo. Un nom qui évoque l'horreur absolue, la barbarie à l'état pur. Surnommé le monstre de Rostov ou encore le boucher rouge, ce tueur en série russe a semé la terreur pendant plus d'une décennie, assassinant sauvagement au moins 52 femmes et enfants. Son modus operandi? Atroce. Ses crimes? D'une sauvagerie inouïe. Chikatilo était un monstre, un prédateur sans pitié, qui se complaisait dans la souffrance de ses victimes. Arrêté en 1990 après une longue traque, il est condamné à mort en 1992. Son procès, un spectacle macabre et fascinant à la fois, révèle au monde entier l'étendue de ses crimes et la noirceur de son âme. Février 1984. Chikatilo est exécuté d'une balle dans la tête dans une prison russe. Une exécution rapide, expéditive, presque secrète. Officiellement, justice est faite. Le monstre est mort, la Russie respire. Pourtant, des zones d'ombre persistent. Certains murmurent que Chikatilo en savait trop, que ses crimes étaient liés à des réseaux de pouvoir, à des secrets d'État qu'il aurait pu révéler. A-t-il été réduit au silence pour protéger des individus haut placés? Son exécution était-elle une façon d'effacer les traces d'une vérité gênante? Ou était-ce simplement la fin logique d'un monstre, un acte de justice nécessaire pour apaiser la colère du peuple russe? Le rideau de fer est tombé, mais les secrets de l'ère soviétique restent bien gardés. La mort d'Andreï Chikatilo, loin d'être un simple fait divers, s'inscrit dans cette histoire trouble, où la vérité et le mensonge se confondent dans un jeu d'ombre mortel. Chapitre 5. Pedro Rodrigues. Filho. Pedrinho Matador. La mort d'un justicier controversé. Au Brésil, le nom de Pedro Rodrigues Filho est synonyme d'horreur et de fascination. Surnommé Pedrinho Matador, ce tueur en série hors norme a revendiqué plus de 100 meurtres, dont une majorité de criminels qu'il éliminait de sang-froid en prison. Son histoire est celle d'une enfance volée, marquée par la violence et la misère. Victime d'abus, témoin de la mort brutale de sa mère, Filho a grandi avec la rage au ventre, nourrissant une soif inextinguible de vengeance. Derrière les barreaux, il devient le juge et le bourreau, traquant les violeurs, les pédophiles, les meurtriers, appliquant sa propre loi, celle du talion. Paradoxalement, il suscite à la fois la terreur et une certaine admiration, perçu par certains comme un justicier qui punit ceux que la justice n'arrive pas à atteindre. Libéré en 2007 après 34 ans d'incarcération, Filho tente de se reconstruire, de tourner le dos à son passé sanglant. Mais la violence le rattrape. En 2011, il est de nouveau arrêté, accusé d'agression et de menaces. Septembre 2023. Pedro Rodrigues Filho est assassiné près de São Paulo, poignardé à plusieurs reprises. La nouvelle de sa mort suscite un mélange de stupeur et de fatalisme. Pedrinho Matador était-il devenu la cible de ses anciennes victimes ou a-t-il été éliminé par ceux qui craignaient son retour? Son parcours, aussi terrifiant qu'ambigu, soulève des questions complexes sur la justice, la vengeance et les limites de la rédemption. Pedro Rodrigues Filho est mort comme il a vécu, dans la violence. Un destin tragique qui nous rappelle que certains démons ne meurent jamais vraiment.
Ces criminels, ces tueurs, ont tous un point commun. Leur fin a été aussi troublante que leur crime, comme si la mort, tapie dans l'ombre, attendait le moment opportun pour les arracher à leur existence. Mais ces morts violentes posent question. Étaient-elles des vengeances, des exécutions orchestrées, ou simplement le fruit du hasard? En prison, où la loi du plus fort règne, rien n'est jamais vraiment sûr. Qu'en pensez-vous? Les destins de ces tueurs vous semblent-ils mérités, ou peut-être ont-ils soulevé plus de mystères encore? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.